Le 14 octobre 2010, Valentina Rossi, une traductrice italienne de 28 ans vivant à Paris, quitte son appartement du 11e arrondissement pour un rendez-vous professionnel qui changera sa vie à jamais. Elle ne reviendra jamais chez elle. Pendant 11 longues années, sa famille, ses amis et la police française cherchent désespérément des réponses. Les enquêteurs fouillent chaque rue de Paris, interrogent des centaines de témoins, analysent des heures de vidéosurveillance. Rien. Valentina semble avoir disparu dans le néant parisien. Puis, en septembre 2021, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une famille de touristes brésiliens poste innocemment une photo de leurs vacances romaines sur Instagram. L'image montre la fontaine de Trévi au coucher du soleil, mais dans l'arrière-plan, près d'un petit café, on aperçoit une silhouette familière. Une femme aux cheveux plus courts, au visage marqué par le temps, mais avec ses mêmes yeux verts distinctifs. Valentina Rossi vient d'être retrouvée par hasard, travaillant comme serveuse dans les rues de Rome, à plus de 1000 kilomètres de l'endroit où elle a disparu. Comment une femme peut-elle disparaître dans une des villes les plus surveillées d'Europe pour réapparaître 11 ans plus tard dans un autre pays, vieillie prématurément et manifestement terrifiée? Quelle force obscure a pu maintenir Valentina captive pendant plus d'une décennie sans que personne ne s'en aperçoive? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Paris, automne 2010. La capitale française bruisse de son activité habituelle, ses 8 millions d'habitants vacants à leurs occupations quotidiennes. Dans le quartier de la République, au cœur du 11e arrondissement, se trouve un petit appartement au 4e étage d'un immeuble haussmannien typique. C'est là que vit Valentina Rossi depuis son arrivée de Milan en 2007. Valentina n'est pas une immigrante ordinaire. Diplômée en linguistique de l'université Bocconi de Milan, elle maîtrise parfaitement 6 langues: l'italien, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le russe. Cette compétence rare lui a ouvert les portes d'une carrière prometteuse en traduction spécialisée, particulièrement dans les domaines juridiques et financiers. Ses clients incluent des cabinets d'avocats internationaux, des banques et des entreprises multinationales, qui ont besoin de documents traduits avec une précision absolue. Physiquement, Valentina attire l'attention sans vraiment le chercher. 1,68 m, des cheveux châtains foncés qui lui arrivent aux épaules, des yeux verts perçants hérités de sa grand-mère sicilienne, et ce sourire légèrement asymétrique qui la rend immédiatement reconnaissable. Elle s'habille avec cette élégance décontractée typiquement italienne. Des jeans bien coupés, des blazers ajustés, des écharpes colorées qui égayent les matins gris parisiens. Sa routine quotidienne est méthodiquement organisée. Chaque matin à 7 heures, elle prend son café dans la petite cuisine qui donne sur la cour intérieure, vérifie ses emails professionnels, puis descend acheter des croissants à la boulangerie Le Pic, située au rez-de-chaussée de son immeuble. Monsieur Chevalier, le boulanger, la connaît bien et garde toujours 2 croissants aux amandes de côté pour elle. Cette habitude quotidienne est devenue un petit rituel qui rassure Valentina dans cette grande ville parfois impersonnelle. Son cercle social à Paris reste limité, mais solide. Il y a d'abord Marco Bianchi, son compagnon depuis 2 ans. Marco, trentenaire romain, travaille comme chef de partie au restaurant Le Comptoir du Relais dans le 6e arrondissement. Leur relation s'est construite sur une complicité linguistique. Ils alternent entre l'italien pour les moments intimes et le français pour leur vie sociale parisienne. Marco rêve d'ouvrir son propre restaurant, et Valentina l'encourage en traduisant pour lui des contrats et des documents administratifs français. Valentina fréquente également un petit groupe d'expatriés italiens qu'elle a rencontré dans une association culturelle du 15e arrondissement. Il y a Giulia, professeur de piano qui donne des cours particuliers, Alessandro, étudiant en master de sciences politiques à Sciences Po, et Carmen, graphiste freelance. Ils se retrouvent chaque dimanche après-midi dans un petit café italien près de la place de la Bastille pour parler de chez eux et partager leurs expériences parisiennes. Professionnellement,
Valentina a réussi à se construire une réputation solide en 3 ans. Ses tarifs, bien que élevés, sont justifiés par la qualité irréprochable de son travail. Elle ne fait jamais d'erreur, respecte toujours les délais, et sa discrétion absolue lui a valu la confiance de clients particulièrement exigeants. Certains documents qu'elle traduit contiennent des informations confidentielles sur des fusions d'entreprises, des litiges internationaux ou des transactions financières complexes. Son appartement reflète sa personnalité organisée et son goût pour les belles choses. Le salon, baigné de lumière grâce aux grandes fenêtres orientées sud, est décoré de quelques meubles vintage chinés aux puces de Saint-Ouen. Sa bibliothèque contient des dictionnaires dans toutes ses langues de travail, des romans italiens et français, et une collection de guides de voyage qu'elle consulte régulièrement pour ses projets de vacances futures. Sur son bureau, un MacBook Pro argenté trône à côté d'une lampe Tizio noire et d'un petit cactus offert par Marco. Valentina entretient des relations étroites avec sa famille restée en Italie. Chaque dimanche soir, elle appelle ses parents, Giuseppe et Maria Rossi, qui vivent toujours dans la maison familiale de Bergame où elle a grandi. Giuseppe, comptable retraité, s'inquiète encore de voir sa fille aînée vivre si loin, tandis que Maria, ancienne institutrice, se réjouit de la réussite professionnelle de Valentina. Sa sœur cadette, Sofia, étudie le journalisme à l'université de Milan et rêve de rejoindre sa sœur à Paris une fois diplômée. En ce mois d'octobre 2010, Valentina traverse une période particulièrement faste. Ses revenus mensuels dépassent les 4 000 €, lui permettant de vivre confortablement dans une des villes les plus chères d'Europe. Elle vient de signer un contrat de traduction avec un nouveau cabinet d'avocats spécialisé en droit international. Et Marco et elle envisagent sérieusement de se fiancer avant la fin de l'année. Le matin du 14 octobre 2010, s'annonce comme tous les autres dans la routine bien huilée de Valentina. À 7 heures précises, son réveil sonne dans l'appartement de la rue Saint-Maur. Dehors, le ciel parisien affiche cette couleur gris-perle typique de l'automne, et les premières feuilles mortes commencent à joncher les trottoirs du 11e arrondissement. Valentina se lève, enfile sa robe de chambre en soie bleue, achetée aux Galeries Lafayette, et se dirige vers la cuisine. Comme chaque matin, elle prépare son café dans la petite cafetière italienne Bialetti que sa mère lui a offerte avant son départ de Milan. L'arôme familier emplit rapidement l'appartement, créant cette atmosphère rassurante qui marque le début de ses journées parisiennes. À 7h30, elle vérifie ses emails professionnels sur son MacBook. Dans sa boîte de réception, 3 nouveaux messages l'attendent. Le premier provient de Maître Delacroix, un avocat lyonnais qui sollicite une traduction urgente de documents contractuels en allemand. Le deuxième est une confirmation de rendez-vous pour la semaine suivante avec un cabinet comptable du 8e arrondissement. Le troisième email retient immédiatement son attention. L'expéditeur se présente comme Jean-Claude Martineau, représentant d'une société d'import-export italio-française appelée Meditercorp. Le message, rédigé dans un français impeccable, explique que l'entreprise recherche un traducteur expérimenté pour un projet urgent impliquant des documents commerciaux complexes en italien, français et russe. Le tarif proposé, 1 200 € pour une traduction estimée à 3 jours de travail, dépasse largement ses tarifs habituels. Monsieur Martineau précise dans son email qu'il souhaiterait rencontrer Valentina le jour même pour discuter des détails du projet. Il propose un rendez-vous à 15 h dans un café du 9e arrondissement, près de la gare du Nord. Cette urgence inhabituelle intrigue Valentina, mais le montant proposé et la perspective d'un nouveau client prestigieux l'incitent à accepter. Vers 8 h, elle descend chercher ses croissants habituels chez Monsieur Chevalier. Le boulanger, un homme d'une 60aine d'années aux mains perpétuellement farineuses, la salue avec sa jovialité coutumière. « Bonjour, mademoiselle Rossi. Les croissants aux amandes vous attendent comme d'habitude. Belle journée qui s'annonce, malgré ce ciel gris. » Valentina sourit et glisse les pâtisseries dans un petit sac en papier kraft. Cette interaction quotidienne avec Monsieur Chevalier fait partie de ces petits plaisirs qui rendent sa vie parisienne si agréable.
Elle remonte chez elle, prend son petit déjeuner en lisant les actualités italiennes en ligne, puis commence sa journée de travail. Vers 10 heures, elle appelle le numéro de téléphone indiqué dans l'email de M. Martineau pour confirmer le rendez-vous. Une voix masculine, avec un léger accent qu'elle n'arrive pas à identifier précisément, lui confirme l'heure et le lieu. L'homme semble pressé, professionnel, et raccroche rapidement après avoir donné l'adresse exacte du café. Valentina passe la matinée à terminer une traduction pour un de ses clients réguliers, un contrat de distribution entre une entreprise française et un distributeur espagnol. Son travail demande une concentration absolue. Chaque terme juridique doit être traduit avec une précision parfaite, chaque nuance linguistique respectée. Cette expertise, acquise après des années d'expérience, fait d'elle une traductrice particulièrement recherchée. Vers midi, Marco l'appelle de sa cuisine pour leur conversation quotidienne. Il travaille ce jour-là sur la préparation d'un menu spécial pour le soir, et sa voix trahit cette excitation contenue qu'il ressent toujours quand il crée de nouveaux plats. « Ciao Bella, comment va ta journée? J'ai eu une idée géniale pour un risotto aux champignons de saison, je te ferai goûter ce soir. » Valentina lui parle du rendez-vous de l'après-midi avec ce nouveau client potentiel. Marco, toujours protecteur, lui demande quelques détails sur cette entreprise qu'il ne connaît pas. Medite Corp. Non, ça ne me dit rien. Fais attention, Valentina. Ces rendez-vous avec des inconnus dans des cafés, ça me rend toujours nerveux. Valentina rit doucement, touchée par l'inquiétude de Marco mais habituée à ce type de rencontres professionnelles. Dans son métier, il est fréquent de rencontrer de nouveaux clients dans des lieux publics avant d'établir une relation de confiance. Ne t'inquiète pas, Amor. C'est dans un café bondé près de la gare du Nord, en plein jour. Et puis, j'ai l'habitude maintenant. Ils conviennent de se retrouver le soir chez Marco pour dîner et goûter sa nouvelle création culinaire. Valentina raccroche, rassurée par cette conversation qui ancre sa journée dans la normalité de leur routine amoureuse. À 13 heures, elle déjeune légèrement d'une salade composée et d'un yaourt, puis commence à se préparer pour son rendez-vous. Elle choisit une tenue professionnelle mais élégante, un pantalon noir bien coupé, un chemisier blanc et un blazer gris anthracite. Dans son sac en cuir cognac, elle glisse son portefeuille, ses clés, son téléphone portable et un carnet avec un stylo pour prendre des notes pendant l'entretien. Avant de partir, elle consulte une dernière fois l'email de M. Martineau pour mémoriser l'adresse exacte. Le café s'appelle Le Terminus et se situe boulevard de Magenta, à 5 minutes à pied de la gare du Nord. Un lieu stratégique pour un homme d'affaires qui voyage beaucoup entre la France et l'Italie. À 14h15, Valentina quitte son appartement. Elle descend l'escalier en colimaçon de son immeuble, salue Madame Lefebvre, la concierge qui arrose les plantes dans la cour, et sort dans la rue Saint-Maur. L'après-midi, Parisien bat son plein. Les trottoirs grouillent de passants, les terrasses des cafés accueillent les derniers retardataires du déjeuner et la circulation automobile crée cette rumeur urbaine familière. Valentina se dirige vers la station de métro République, distant de 3 minutes à pied de chez elle. Elle achète un ticket à l'automate, compose son titre de transport et descend sur le quai de la ligne 3 en direction de Pont de Levallois. Le métro arrive presque immédiatement, bondé de voyageurs de toute nationalité comme toujours dans cette partie cosmopolite de Paris. Le trajet jusqu'à la station Gare du Nord dure exactement 12 minutes. Valentina utilise ce temps pour relire mentalement les informations qu'elle a trouvées sur Internet concernant Medite Corp. Curieusement, les résultats de recherche se révèlent assez limités pour une entreprise prétendument importante. Le site web de la société existe, mais il reste très général, avec peu d'informations spécifiques sur leurs activités ou leurs références clients. À 14h50, elle sort de la station de métro et remonte vers la surface. La gare du Nord grouille de voyageurs pressés, de touristes chargés de bagages et de vendeurs ambulants. L'animation constante de ce quartier cosmopolite crée une énergie particulière que Valentina apprécie. Elle traverse la place en direction du boulevard de Magenta, consultant son téléphone pour vérifier l'heure. Le café Le Terminus se révèle être un établissement typique des environs des gares parisiennes. Façade vitrée,
Banquette en sky rouge, comptoir en zinc patiné par les ans. Une clientèle diverse s'y côtoie. Hommes d'affaires en transit, employés du quartier en pause, quelques touristes consultant leur guide. Valentina pousse la porte et balaie l'intérieur du regard, cherchant un homme correspondant à la description sommaire que M. Martineau lui a donnée au téléphone. Une femme élégante aux cheveux châtains, vous me reconnaîtrez facilement, avait-elle dit. Effectivement, près de la fenêtre, un homme d'une quarantaine d'années, costume sombre, impeccable, lève la main dans sa direction. Il se lève pour l'accueillir. Sourire commercial parfaitement calibré. « Mademoiselle Rossi, je présume ?» « Jean-Claude Martineau, enchanté de faire votre connaissance. » Sa poignée de main est ferme, son regard direct. Cet homme dégage une assurance professionnelle qui rassure immédiatement Valentina. Ils s'installent à la table qu'il a réservée et M. Martineau commande 2 cafés sans demander l'avis de Valentina. « J'ai étudié votre profil, mademoiselle Rossi. Vos références sont excellentes, particulièrement vos traductions dans le domaine juridique international. C'est exactement le profil que nous recherchons pour notre projet. » Il sort de sa mallette en cuir noir, une pochette contenant plusieurs documents. Les feuilles, d'excellente qualité, portent l'entête de Mediteur Corp avec un logo professionnel représentant une carte stylisée de la Méditerranée. Notre société développe des partenariats commerciaux entre l'Italie, la France et plusieurs pays d'Europe de l'Est. Nous avons actuellement un dossier urgent impliquant des contrats en italien, français et russe. La précision est absolument cruciale car il s'agit d'accords financiers de plusieurs millions d'euros. Valentina examine les documents qu'il lui présente. Il s'agit effectivement de contrats commerciaux complexes avec une terminologie juridique sophistiquée. Rien ne lui semble anormal, si ce n'est le délai particulièrement serré. 3 jours pour traduire environ 50 pages de documents techniques. Le tarif que nous proposons, 1200 €, reflète cette urgence, continue M. Martineau. Naturellement, nous comprenons que ce délai soit contraignant, c'est pourquoi nous sommes prêts à vous installer dans un environnement de travail optimal. Cette dernière phrase intrigue Valentina. Que voulez-vous dire exactement? Nos bureaux disposent de tout l'équipement nécessaire. Ordinateur performant, accès aux bases de données juridiques internationales, dictionnaire spécialisé dans toutes les langues requises. De plus, vous pourriez consulter immédiatement nos juristes si des points précis nécessitent des clarifications. L'offre semble séduisante, bien que Valentina préfère habituellement travailler dans son environnement familier. Cependant, l'accès aux ressources spécialisées et la rémunération exceptionnelle la font hésiter. Où se trouvent exactement vos bureaux? Dans le 15e arrondissement, près du parc André Citroën. Un quartier d'affaires moderne, très calme pour la concentration. Nous pourrions vous y emmener dès maintenant pour que vous puissiez voir les conditions de travail. Valentina consulte sa montre. Il est 15h20 et elle a promis à Marco de le retrouver vers 19h. Une visite rapide des bureaux lui permettrait de mieux évaluer cette proposition alléchante. « D'accord, allons-y, mais je ne pourrai pas rester très longtemps aujourd'hui. » M. Martineau règle les cafés et ils sortent ensemble du établissement. Une voiture noire, une berline allemande récente, les attend devant le café. Au volant, un homme trapu aux cheveux grisonnants salue d'un signe de tête. « Mon associé, signor Benedetti », explique Martineau, en italien, avec un accent qui trahit ses origines transalpines. Valentina monte à l'arrière du véhicule. L'habitacle sent le cuir neuf et la climatisation diffuse une légère fraîcheur malgré la douceur de cette journée d'octobre. Benedetti démarre et s'engage dans la circulation dense du nord de Paris. Pendant le trajet, Martineau continue à détailler le projet, expliquant les enjeux financiers et les délais serrés imposés par leurs clients internationaux. Sa conversation professionnelle, émaillée de références précises au droit commercial européen, achève de convaincre Valentina de son sérieux. Ce qu'elle ne remarque pas, c'est que la voiture ne se dirige pas vers le 15e arrondissement, mais emprunte le périphérique en direction de l'Est parisien. Ce qu'elle ne sait pas non plus, c'est que Jean-Claude Martineau s'appelle en réalité Antonio Ricci et qu'il fait partie d'une organisation criminelle italienne spécialisée dans le trafic humain à des fins d'exploitation par le travail.
À 17 heures, quand Valentina aurait dû être de retour chez elle selon ses habitudes, la voiture roule déjà sur l'autoroute A4 en direction de Metz. À 19 heures, quand Marco commence à s'inquiéter de ne pas la voir arriver au restaurant, Valentina franchit la frontière franco-italienne, inconsciente dans le coffre du véhicule, après avoir été droguée par une piqûre discrète administrée par Benedetti. Le téléphone portable de Valentina, soigneusement retiré de son sac, a été jeté dans une poubelle de la banlieue parisienne. Sa disparition officielle vient de commencer. Les premières heures de l'absence de Valentina passent dans l'inquiétude croissante, mais encore contenue. Marco, qui l'attend au restaurant Le Comptoir du Relais où il travaille, commence à téléphoner vers 19h30. Le portable de Valentina sonne dans le vide, avant de basculer directement sur messagerie. Cette situation, inhabituelle mais pas dramatique, l'irrite plus qu'elle ne l'alarme. « Ciao Valentina, c'est Marco, tu es où ? J'ai préparé ce risotto dont je t'ai parlé, et j'aimerais bien que tu goûtes pendant que c'est chaud. Rappelle-moi dès que tu as ce message. » Vers 21h, après 3 appels restés sans réponse, Marco décide de se rendre chez Valentina. Il possède un double des clés de l'appartement de la rue Saint-Maur depuis plusieurs mois. Le trajet en métro depuis Saint-Germain-des-Prés lui semble interminable, son imagination commençant à échafauder diverses hypothèses sur cette absence inexpliquée. L'appartement de Valentina se révèle vide, mais parfaitement en ordre. Son lit est fait, ses affaires de toilette à leur place habituelle, son MacBook fermé sur le bureau. Marco remarque immédiatement l'absence du sac en cuir cognac que Valentina emporte toujours pour ses rendez-vous professionnels. Cette observation le rassure partiellement. Elle est probablement retenue par un client, situation déjà arrivée par le passé. Il passe la nuit chez Valentina, se réveillant chaque heure, dans l'espoir d'entendre la clé tourner dans la serrure. Au matin du 15 octobre, l'inquiétude de Marco se transforme en véritable angoisse. Valentina n'est jamais restée une nuit entière sans donner de nouvelles, même lors de leurs rares disputes. À 8 heures, il descend interroger Monsieur Chevalier, le boulanger du rez-de-chaussée. Ce dernier confirme avoir vu Valentina la veille matin vers 8 heures, comme tous les jours depuis 3 ans. Elle m'a pris ses croissants habituels et m'a dit « À demain, Monsieur Chevalier », comme toujours. Elle avait l'air normale, souriante même. Marco remonte consulter l'ordinateur de Valentina, espérant trouver des indices sur ses activités de la veille. Il découvre l'email de Jean-Claude Martineau et l'adresse du café Le Terminus. Ces informations lui donnent une première piste, mais également un sentiment diffus que quelque chose ne tourne pas rond. À 10 heures, il se rend au commissariat du 11e arrondissement pour signaler la disparition. L'agent d'accueil, une femme d'une 50aine d'années habituée à ce genre de démarche, l'accueille avec un mélange de professionnalisme et de scepticisme bienveillant. Monsieur, nous recevons chaque jour des signalements de personnes absentes qui réapparaissent dans les 24 heures. Votre compagne a peut-être simplement décidé de dormir ailleurs ou de prolonger son rendez-vous professionnel. Marco insiste sur le caractère inhabituel de cette absence et sur l'email mystérieux de Mediteur Corp. L'agent accepte finalement d'enregistrer sa plainte et lui assigne le numéro de dossier 78 423. L'enquête préliminaire sera confiée au brigadier-chef Laurent Durand, un homme de 45 ans spécialisé dans les affaires de personnes disparues. Le commissaire Durand reçoit Marco dans son bureau exigu du 2e étage. Les murs jaunis affichent des cartes de Paris épinglées de punaises colorées, chacune marquant un dossier en cours. Durand écoute attentivement le récit de Marco, prenant des notes sur un carnet déjà bien entamé. Ce rendez-vous avec Mediteur Corp m'intrigue, admet-il. Nous allons vérifier l'existence réelle de cette société et nous rendre au café Le Terminus pour interroger le personnel. En attendant, contactez tous les amis et connaissances de Mademoiselle Rossi. Dans 80% des cas, les personnes disparues réapparaissent grâce à leur entourage. Les jours suivants s'organisent autour d'une recherche méthodique mais infructueuse. Marco contacte tous les amis parisiens de Valentina. Giulia, Alessandro, Carmen, ses collègues traducteurs, ses clients réguliers. Personne n'a eu de nouvelles depuis le 14 octobre.
Le commissaire Durand, de son côté, découvre que Meditor Corp existe légalement, mais que l'adresse de son siège social correspond à une simple boîte postale dans le 16e arrondissement. Au café Le Terminus, les témoignages restent flous. Plusieurs serveurs se souviennent vaguement d'avoir vu une femme brune avec un homme en costume sombre, mais les descriptions varient et aucun détail précis n'émerge. Les caméras de surveillance du quartier, consultées par la police technique, ne fournissent aucune image exploitable de Valentina ce jour-là. 3 semaines après la disparition, Sofia Rossi, la sœur de Valentina, arrive de Milan. Cette jeune femme de 24 ans, étudiante en journalisme, ressemble physiquement à Valentina, mais avec un tempérament plus impulsif et déterminé. Elle s'installe temporairement dans l'appartement de sa sœur et lance ses propres investigations, scrutant chaque détail de la vie parisienne de Valentina. La police française fait son travail, mais moi je connais ma sœur, explique-t-elle à Marco dans un français teinté d'accent italien. Valentina est méthodique, prudente. Elle n'aurait jamais suivi un inconnu sans s'assurer de sa légitimité. Quelqu'un l'a trompée ou forcée. Sofia découvre rapidement que plusieurs traducteurs européens spécialisés dans les mêmes langues que Valentina ont également disparu au cours des 2 dernières années. Ses recherches sur Internet révèlent des cas similaires à Amsterdam, Bruxelles et Vienne. Chaque fois, des professionnels linguistiques qualifiés disparaissent après avoir été contactés par des sociétés d'import-export au profil suspect. Ces informations, transmises au commissaire Durand, permettent d'établir des liens avec Europol et les polices des pays concernés. Une enquête internationale commence à se dessiner, révélant l'existence probable d'un réseau de trafiquants spécialisés dans l'enlèvement de traducteurs experts. Pendant ce temps, Giuseppe et Maria Rossi vivent un calvaire quotidien dans leur maison de Bergame. Giuseppe, homme discret et méthodique, se transforme en détective amateur obsessionnel. Il épluche chaque journal, consulte chaque site internet traitant de personnes disparues, maintient un contact quotidien avec la police française et italienne. Maria, plus émotionnelle, alterne entre espoir et désespoir, refusant de toucher aux affaires de Valentina restée dans sa chambre d'enfance. Les mois passent. L'hiver 2010 s'installe sur Paris, transformant les recherches en routine administrative. Les affiches avec la photo de Valentina, placardées dans tout le 11e arrondissement, se décolorent sous la pluie et se déchirent sous le vent. Chaque semaine, Marco et Sofia renouvellent leur visite au commissariat, mais les nouvelles pistes se raréfient. Au printemps 2011, Sofia retourne à Milan pour terminer ses études, promettant de revenir régulièrement. Marco continue à vivre partiellement dans l'appartement de Valentina, incapable de faire le deuil d'une disparition sans explication. Il maintient l'abonnement Internet, paie les charges, entretient les plantes, comme si Valentina allait revenir d'un jour à l'autre. L'enquête officielle ralentit progressivement. Le commissaire Durand, malgré sa conscience professionnelle, doit consacrer son temps à de nouveaux dossiers. Le cas de Valentina Rossi rejoint la longue liste des disparitions non élucidées, classées dans les archives sans être officiellement fermées. Pourtant, chaque année, à la date anniversaire du 14 octobre, Marco organise une petite commémoration place de la République. Quelques amis fidèles l'accompagnent, tenant des bougies et des photos de Valentina. Ces rassemblements, d'abord émouvants, deviennent avec le temps plus mélancoliques, puis progressivement désertés par un entourage qui apprend doucement à continuer à vivre. En 2015, 5 ans après la disparition, Marco rencontre Chiara, une journaliste italienne venue couvrir les attentats parisiens. Leur relation naît de conversations tardives sur l'Italie, la nostalgie et les blessures du passé. Marco ressent une culpabilité immense à éprouver de nouveaux sentiments, mais la solitude et le temps ont progressivement érodé son espoir de retrouver Valentina vivante. Sofia, devenue journaliste d'investigation à Milan, continue ses recherches sur le réseau de trafiquants. Elle a identifié plusieurs liens entre les disparitions européennes et certaines organisations criminelles basées en Italie du Sud. Ces articles,
publiée dans un magazine spécialisé, attire l'attention d'Interpol et relance ponctuellement l'intérêt pour ses affaires non résolues. Giuseppe Rossi prend sa retraite en 2016 et consacre l'intégralité de son temps libre à retrouver sa fille. Il apprend l'informatique, maîtrise les réseaux sociaux, scrute chaque photo de vacances postée par des touristes en Italie. Son obsession inquiète Maria, qui voit son mari se consumer dans une quête probablement vaine. Le 22 septembre 2021, 11 ans après la disparition de Valentina, Roberto et Fernanda Santos, un couple de touristes brésiliens de São Paulo, terminent leurs vacances romaines par une dernière promenade dans le centre historique. Roberto, comptable de 52 ans, et Fernanda, professeur de 48 ans, découvrent l'Europe pour la première fois après avoir économisé pendant des années pour ce voyage de rêve. Leur programme de la journée inclut une visite matinale du Colisée, un déjeuner dans le quartier du Trastevere et une fin d'après-midi près de la fontaine de Trevi. Fernanda, passionnée de photographie amateur, immortalise chaque moment de leur séjour romain avec son appareil numérique Dernier Cri, acheté spécialement pour l'occasion. Vers 17 heures, le couple se dirige vers la fontaine de Trevi pour la traditionnelle photo souvenir. La lumière dorée de cette fin d'après-midi de septembre crée une atmosphère magique sur les façades baroques du quartier. Des centaines de touristes se pressent autour du monument, mais Roberto et Fernanda parviennent à trouver un angle original depuis une petite rue adjacente. « Fica aqui, Roberto, a luz está perfeita !» s'exclame Fernanda en positionnant son mari devant le décor grandiose de la fontaine. Elle prend plusieurs photos, sous différents angles, puis propose à Roberto de l'immortaliser à son tour. Au moment où elle cadre le monument avec son époux au premier plan, elle remarque l'animation d'un petit café situé en arrière-plan de sa photo. Des clients attablés en terrasse, des serveurs s'affairant entre les tables, cette scène de vie italienne authentique ajoute un charme particulier à son cliché. Sans y prêter attention particulière, Fernanda déclenche plusieurs fois, captant involontairement dans son objectif une serveuse aux cheveux châtains qui débarrasse une table près de la fenêtre du café. Cette femme, âgée d'une quarantaine d'années, porte l'uniforme noir et blanc typique des serveurs romains et semble concentrée sur son travail. Le lendemain, de retour à l'hôtel, Fernanda parcourt les photos de la journée sur l'écran de son appareil. Satisfaite de la qualité de ses clichés, elle décide de les partager immédiatement sur son compte Instagram, très suivi par ses amis brésiliens passionnés de voyage. Ultimo dia em Roma, a Fontana di Trevi ao entardecer est realmente magica, écrit-elle en légende d'une photo où Roberto sourit devant la fontaine illuminée par le soleil couchant. Cette publication, anodine parmi les millions d'autres partagées quotidiennement sur les réseaux sociaux, va pourtant changer le destin de plusieurs personnes à des milliers de kilomètres de là. Le post de Fernanda reçoit les habituels likes et commentaires de ses amis brésiliens, mais passe complètement inaperçu pendant plusieurs jours. Jusqu'au 28 septembre, quand Sofia Rossi, devenue journaliste d'investigation réputée, effectue une de ses recherches hebdomadaires sur Instagram avec les mots-clés Roma, Italiana et Fontana di Trevi. Depuis des années, Sofia a développé une méthode systématique de veille numérique. Chaque semaine, elle épluche les réseaux sociaux avec des combinaisons de mots-clés en italien, français, anglais et espagnol, espérant apercevoir le visage de sa sœur dans l'arrière-plan d'une photo de vacances. Cette routine obsessionnelle, qui lui prend plusieurs heures chaque dimanche, n'a jamais rien donné de concret. Ce matin-là, pourtant, quelque chose attire son attention dans la photo postée par Fernanda Santos. Au premier regard, rien d'exceptionnel. Un homme souriant devant la fontaine de Trevi, des dizaines de touristes, l'animation habituelle de la place. Mais Sofia a développé au fil des années un œil exercé pour repérer les détails. En arrière-plan, près du café, une silhouette féminine retient son attention. La femme porte un uniforme de serveuse et semble concentrée sur son travail. Mais quelque chose dans sa posture, dans la forme de son visage visible de profil, rappelle douloureusement quelqu'un à Sofia. Elle agrandit l'image sur son écran d'ordinateur, le cœur battant de plus en plus fort.
La résolution de la photo, prise avec un appareil de qualité, permet de distinguer suffisamment de détails pour alimenter un espoir fou. Cette femme a les cheveux plus courts, plus foncés qu'avant, et son visage porte les marques du temps et de la fatigue. Mais ses yeux verts, cette forme particulière du nez, cette façon de pencher légèrement la tête... Madonna Santa, murmure Sofia dans son appartement milanais, les mains tremblantes sur le clavier. Elle sauvegarde immédiatement la photo et commence à l'analyser avec tous les outils numériques à sa disposition. Contraste, luminosité, netteté, agrandissement maximum de la zone concernée. Plus elle examine l'image, plus sa conviction grandit. Cette femme ressemble extraordinairement à ce que Valentina pourrait être aujourd'hui, 11 ans après sa disparition. Sofia contacte immédiatement ses parents à Bergame. Giuseppe, qui a maintenant 73 ans, répond dès la première sonnerie comme toujours, quand sa fille l'appelle. « Papa, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Il faut que tu regardes une photo que je vais t'envoyer par email, tout de suite. » 10 minutes plus tard, Giuseppe Rossi, les lunettes sur le nez, examine l'écran de son ordinateur avec l'attention d'un expert en art qui authentifie un tableau de maître. Maria, debout derrière lui, retient son souffle. Après plusieurs minutes de silence absolu, Giuseppe se tourne vers sa femme, les larmes aux yeux. C'est elle. Je le sais. C'est Valentina. Maria s'effondre sur une chaise, partagée entre l'espoir immense et la peur de se tromper encore une fois. Combien de fausses pistes ont-ils suivi pendant 11 ans? Combien de photos leur ont fait croire un instant qu'ils avaient retrouvé leur fille? Mais cette fois, quelque chose de différent anime Giuseppe. Il contacte immédiatement Sofia pour organiser un plan d'action méthodique. Première étape, identifier le café exactement et se rendre à Rome pour vérifier sur place. Deuxième étape, contacter les autorités italiennes et françaises avec cette nouvelle piste. Troisième étape, retrouver les touristes brésiliens pour obtenir des photos supplémentaires sous d'autres angles. Sofia prend le premier train pour Rome le lendemain matin. Durant les 5 heures de trajet, elle étudie chaque détail de la photo, mémorise l'architecture du café, repère les indices visuels qui lui permettront de localiser précisément l'endroit. Son expérience de journaliste d'investigation lui a appris à ne négliger aucun élément, si infime soit-il. Arrivée à la gare Termini, elle se rend directement vers la fontaine de Trévi. Le quartier, bondé de touristes même en cette fin septembre, grouille d'activités commerciales. Cafés, restaurants, boutiques de souvenirs se succèdent dans un dédale de ruelles pittoresques. Sofia compare constamment l'environnement réel avec la photo de Fernanda Santos, cherchant l'angle exact d'où a été prise la photographie. Après 1 heure de recherche, elle identifie le café. Café della Fontana, un établissement familial situé via del Murat, à 50 mètres de la fontaine. L'endroit correspond parfaitement aux détails visibles sur la photo. Sofia s'installe en terrasse et commande un cappuccino, observant discrètement le personnel qui s'affaire entre les tables. 3 serveuses travaillent ce jour-là, mais aucune ne ressemble à la femme de la photo. Sofia interroge subtilement le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années, au sourire commercial permanent. « Excusez-moi, combien de personnes travaillent habituellement dans votre établissement ? » « Nous sommes une petite équipe familiale. Moi, ma femme, notre fils et 3 employés à temps partiel selon les saisons. » Sofia lui montre discrètement la photo agrandie sur son téléphone. « Cette femme, vous la reconnaissez ? Elle portait votre uniforme il y a quelques jours. » Le visage du propriétaire se ferme immédiatement. Son regard devient méfiant, presque hostile. « Non, je ne vois pas. Nos employés changent souvent, vous savez. Beaucoup d'étudiantes, de travailleuses temporaires. » Cette réaction défensive confirme les soupçons de Sofia. Cet homme cache quelque chose, et sa nervosité soudaine trahit une gêne évidente. Elle termine son café et quitte le café, mais reste dans le quartier pour surveiller l'établissement à distance. Vers 18 heures, elle voit le propriétaire sortir précipitamment et s'engouffrer dans une voiture garée nearby. Sofia, formée aux techniques de filature par ses enquêtes journalistiques, le suit discrètement à pied, puis en taxi. La voiture s'arrête devant un immeuble vétuste du quartier San Lorenzo, zone populaire connue pour ses problèmes sociaux.
Cette découverte lui permet d'identifier une adresse suspecte, mais Sofia comprend qu'elle a besoin d'aide professionnelle pour aller plus loin, sans risquer sa sécurité. Elle contacte immédiatement le commissaire Laurent Durand à Paris, maintenant âgé de 56 ans, mais toujours en charge des affaires de personnes disparues. Commissaire Durand, Sofia Rossi, je crois avoir retrouvé ma sœur à Rome. La conversation téléphonique dure 45 minutes. Durand, qui n'a jamais cessé de penser à l'affaire Valentina Rossi, écoute attentivement les explications de Sofia. Cette piste, la plus sérieuse en 11 ans d'enquête, justifie une coopération immédiate avec les autorités italiennes. Mademoiselle Rossi, ne tentez rien d'autre seule. Je contacte immédiatement la police italienne et Europol. Cette affaire pourrait être liée au réseau de trafiquants que nous soupçonnons depuis des années. Effectivement, l'enquête européenne menée par Europol a identifié plusieurs organisations criminelles spécialisées dans l'enlèvement de professionnels qualifiés. Ces réseaux, basés principalement en Italie du Sud, exploitent leurs victimes pour des activités nécessitant des compétences spécialisées, traduction de documents confidentiels, décryptage de communication, analyse de dossiers financiers complexes. Le commissario Giulio Benedetti de la police de Rome, homonyme ironique de l'homme qui a participé à l'enlèvement de Valentina, coordonne l'opération italienne. Cet officier de 42 ans, spécialisé dans la lutte contre le crime organisé, connaît parfaitement les méthodes des trafiquants romains. Ces réseaux gardent leurs victimes dans des conditions de semi-liberté, explique-t-il à Sofia lors de leur rencontre au commissariat de la Via San Vitale. Ils ne les enferment pas complètement, mais exercent un contrôle psychologique et des menaces constantes. Les victimes travaillent apparemment normalement en journée, mais vivent sous surveillance permanente. Une surveillance discrète du café commence immédiatement. Les enquêteurs installent des caméras mobiles dans le quartier et identifient rapidement les habitudes du personnel. Ils découvrent que plusieurs employés semblent vivre dans le même immeuble du quartier San Lorenzo, ce qui confirme l'existence probable d'un système d'exploitation organisé. Le 28 septembre au soir, les caméras de surveillance captent une image cruciale. Une femme aux cheveux châtains, âgée d'environ 40 ans, sort du café vers 20 heures et se dirige vers l'arrêt de bus Nearby. La qualité de l'image permet cette fois une identification quasi certaine. Il s'agit bien de Valentina Rossi, vieillie mais reconnaissable. Sofia, présente au commissariat quand cette vidéo arrive, s'effondre en sanglots en voyant sa sœur marcher dans une rue romaine. 11 ans de recherche, d'espoir et de désespoir culminent dans cette image granuleuse mais irréfutable. C'est bien elle, confirme le commissario Benedetti. Maintenant, nous devons organiser une opération de libération sans mettre sa vie en danger. L'enquête révèle rapidement l'ampleur du réseau criminel. Valentina fait partie d'un groupe de 15 personnes, traducteurs, informaticiens, comptables, maintenus en captivité psychologique par une organisation dirigée par la famille Toretti, clan mafieux napolitain installé à Rome depuis les années 90. Ces victimes, toutes hautement qualifiées, sont exploitées pour traiter des documents liés aux activités criminelles internationales. Blanchiment d'argent, trafic de drogue, évasion fiscale, corruption politique. Leurs compétences linguistiques et techniques permettent aux Toretti de développer leurs activités dans toute l'Europe. Le système de contrôle repose sur un mélange de menaces directes, de chantage et d'isolement social. Les victimes reçoivent de faux papiers d'identité, vivent sous surveillance constante et subissent un conditionnement psychologique qui les empêche de s'échapper ou de demander de l'aide. Ils leur font croire que leur famille sera tuée s'ils tentent quoi que ce soit, explique un agent d'Europol spécialisé dans ces réseaux. Au bout de quelques années, les victimes développent une forme de syndrome de Stockholm et acceptent leur situation comme inévitable. L'opération de libération est planifiée pour le 5 octobre 2021, exactement 11 ans et 21 jours après la disparition de Valentina. Les autorités italiennes, en coordination avec Europol et la police française, organisent une intervention simultanée dans plusieurs lieux de Rome liés au réseau Toretti.
À l'aube, 150 policiers investissent 12 adresses différentes. L'immeuble de San Lorenzo, où vivent les victimes, le café della Fontana, plusieurs bureaux clandestins où s'effectue le travail de traduction, et les domiciles des membres de l'organisation criminelle. Sofia et Giuseppe Rossi, arrivés de Milan et Bergame la veille, attendent dans une voiture banalisée, garée à 300 mètres de l'immeuble de San Lorenzo. Le commissario Benedetti leur a promis qu'il pourrait voir Valentina dès sa libération, mais leur a interdit de participer directement à l'opération pour des raisons de sécurité. À 6 heures précises, les équipes d'intervention pénètrent dans l'immeuble. L'opération, minutieusement préparée, se déroule sans violence. Les résidents, réveillés brutalement, réagissent d'abord avec terreur, puis soulagement, quand ils comprennent qu'il s'agit d'une libération et non d'une punition de leur geôlier. Valentina se trouve dans un petit appartement du 3e étage, partagé avec 2 autres femmes, une comptable allemande disparue en 2013 et une informaticienne espagnole enlevée en 2016. Quand les policiers enfoncent la porte, elle se réveille en sursaut, le visage marqué par 11 années de captivité psychologique. « Police italienne, vous êtes libre. Nous sommes venus vous sauver. » Valentina, dans un premier réflexe de peur conditionné par années de menaces, recule vers le fond de la pièce. Son visage exprime une terreur profonde, celle d'une personne qui a appris à craindre tout changement dans sa routine quotidienne. « Non, s'il vous plaît, nous n'avons rien fait de mal. Nous travaillons, nous obéissons. Ne nous faites pas de mal. » L'agent qui dirige l'intervention, une femme d'une 40aine d'années, spécialement formée pour ce type de situation, s'approche lentement de Valentina en parlant d'une voix douce. « Valentina Rossi, vous êtes Valentina Rossi, de Bergame? Votre famille vous cherche depuis 11 ans. Votre sœur Sofia est ici, à Rome. Vos parents Giuseppe et Maria vous attendent. Vous allez rentrer chez vous. » Ces mots, prononcés en italien avec l'accent bergamasque que l'agent a appris spécialement pour cette mission, provoquent chez Valentina une réaction émotionnelle violente. 11 années de répression psychologique s'effondrent d'un coup. Elle s'effondre sur le sol, secouée de sanglots incontrôlables. « Sofia, mes parents sont vivants, ils me cherchent encore. » La libération psychologique de Valentina nécessite plusieurs heures d'accompagnement par des psychologues spécialisés. 11 années de captivité ont créé des traumatismes profonds et des mécanismes de défense qui ne disparaissent pas instantanément. Elle doit réapprendre progressivement à faire confiance, à envisager un futur libre, à croire que sa famille l'aime encore. Vers 14 heures, après un long travail de préparation psychologique, les spécialistes autorisent enfin la rencontre avec Sofia et Giuseppe. Cette scène, qui se déroule dans une salle sécurisée du commissariat romain, marque la fin officielle de 11 années de séparation. Quand Sofia entre dans la pièce et voit sa sœur pour la première fois depuis octobre 2010, elle reste paralysée quelques secondes. Valentina a 40 ans maintenant. Ses cheveux ont grisonné prématurément. Son visage porte les traces de la fatigue et de l'angoisse chronique. Mais ses yeux verts, ces yeux que Sofia a cherchés pendant 11 ans dans chaque foule, chaque photo, chaque reflet, brillent toujours de cette intelligence et de cette douceur qui la caractérisait. « Valentina, c'est vraiment toi ?» Les 2 sœurs tombent dans les bras l'une de l'autre, pleurant ensemble ces années perdues, cette douleur partagée, cette joie inespérée de se retrouver vivante. Giuseppe, bouleversé de revoir sa fille aînée, les rejoint dans cette étreinte familiale que rien ne pourra jamais plus briser. « Papa, j'ai cru que je ne vous reverrais jamais », murmure Valentina dans un mélange d'italien et de français, ces 2 langues maternelles mélangées par l'émotion. Les semaines qui suivent la libération de Valentina sont consacrées à sa réadaptation progressive à la liberté. L'hôpital San Giovanni de Rome, spécialisé dans l'accompagnement des victimes de trafic humain, met en place un protocole de soins complet. Suivi psychologique, bilan médical, réapprentissage de l'autonomie, reconstruction de l'identité civile. Valentina raconte progressivement aux enquêteurs les 11 années de sa captivité. Après son enlèvement à Paris, elle a été conduite dans une propriété isolée des Abruzes, où elle a passé les 6 premiers mois enfermée dans une cave avec d'autres victimes.
Le but était de briser sa résistance psychologique et de la conditionner à l'obéissance absolue. Il nous répétait chaque jour que nos familles nous avaient oubliés, que nous étions mortes officiellement, que personne ne nous cherchait plus, explique-t-elle au commissario Benedetti. Au bout de quelques mois, on finit par le croire. On n'existe plus que pour le travail qu'il nous donne. Son travail consistait principalement à traduire des documents financiers complexes liés aux activités de blanchiment d'argent du clan Toretti. Contrats offshore, virements bancaires internationaux, correspondance avec des complices européens, tout passait par ses compétences linguistiques. Elle était devenue un rouage essentiel de la machine criminelle, prisonnière de son propre savoir. Je traduisais parfois des documents qui mentionnaient des sommes de plusieurs millions d'euros. Je savais que j'étais complice malgré moi d'activités criminelles, mais je n'avais pas le choix. Ils nous avaient montré des photos de nos familles. Ils connaissaient vos adresses, vos habitudes. Une tentative d'évasion signifiait votre mort à tous. L'organisation criminelle a été démantelée grâce aux informations fournies par Valentina et les autres victimes libérées. 14 membres du clan Toretti sont arrêtés, dont le chef de réseau Antonio Ricci, alias Jean-Claude Martineau, l'homme qui avait piégé Valentina au café parisien 11 ans plus tôt. Les perquisitions révèlent l'ampleur des activités du réseau. 63 victimes exploitées depuis 2005, un chiffre d'affaires annuel estimé à 15 millions d'euros grâce aux traductions et analyses de documents criminels, des connexions avec des organisations mafieuses de toute l'Europe. Marco Bianchi, prévenu par Sofia, arrive à Rome 3 jours après la libération. Ces retrouvailles se révèlent particulièrement délicates émotionnellement. Marco a 44 ans maintenant. Il vit avec Chiara depuis 6 ans. Ils ont eu un enfant ensemble en 2019. Sa vie a continué pendant que Valentina survivait en captivité. « Je ne t'en veux pas, Marco », lui dit Valentina lors de leur première conversation privée. 11 ans, c'est une vie entière. Tu avais le droit de refaire ta vie, d'être heureux. Moi aussi, j'ai appris à survivre différemment. Cette conversation, empreinte de tendresse et de mélancolie, marque la fin définitive de leur histoire d'amour, mais le début d'une amitié sincère. Marco restera un soutien important dans la reconstruction de Valentina, sans que cela menace son nouveau bonheur familial. La réadaptation de Valentina à la vie normale nécessite plusieurs mois. Elle retourne vivre chez ses parents à Bergame, dans sa chambre d'enfance que Maria a conservée intacte pendant 11 ans. Cette maison, ses objets familiers, ses habitudes retrouvées l'aident progressivement à reconstruire son identité civile. Physiquement, Valentina récupère rapidement. Les années de captivité l'ont vieilli prématurément, mais n'ont pas altéré sa santé de base. Psychologiquement, le travail est plus long et plus complexe. Elle doit réapprendre à prendre des décisions autonomes, à sortir seule dans la rue, à faire confiance aux inconnus. Les premières semaines, je me réveillais chaque matin en cherchant mes superviseurs, confie-t-elle à sa psychologue. J'attendais qu'on me dise quoi faire, quoi traduire, où aller. La liberté, ça s'apprend, ou plutôt, ça se réapprend. Sofia, devenue un soutien constant pour sa sœur, l'aide à redécouvrir le monde moderne. 11 années ont transformé la société. Réseaux sociaux omniprésents, nouvelles technologies, évolution des mentalités, changements politiques. Valentina doit réapprendre à vivre dans un monde qui a évolué sans elle. En mai 2022, 7 mois après sa libération, Valentina prend une décision importante. Elle veut témoigner publiquement de son expérience pour aider à lutter contre le trafic humain. Sofia l'accompagne dans cette démarche en écrivant un livre collaboratif sur leur histoire. 11 ans de silence paraît en septembre 2022 chez un éditeur milanais spécialisé dans les témoignages sociaux. Le livre connaît un succès immédiat et permet de sensibiliser l'opinion publique européenne aux réalités du trafic de personnes qualifiées. Valentina reprend progressivement une activité professionnelle, mais dans un domaine complètement différent. Elle devient formatrice pour les associations d'aide aux victimes de trafic humain, utilisant son expérience traumatisante pour aider d'autres survivants à se reconstruire. Ma captivité m'a volé 11 années de ma vie,
déclare-t-elle lors d'une conférence à l'université de Milan. Mais elle m'a aussi donné une connaissance unique de ces réseaux criminels. Si mon témoignage peut sauver une seule personne, alors ces années n'auront pas été complètement perdues. L'enquête internationale déclenchée par l'affaire Valentina Rossi permet de démanteler plusieurs autres réseaux similaires en Europe. 87 personnes sont libérées au total, certaines retenues depuis plus de 15 ans. Cette opération, baptisée Freedom Chain par Europol, marque un tournant dans la lutte contre l'exploitation de travailleurs qualifiés. En octobre 2023, exactement 13 ans après sa disparition, Valentina retourne pour la première fois à Paris. Cette visite, accompagnée de Sofia et de ses parents, revêt une dimension symbolique importante. Elle signifie que les traumatismes, sans jamais disparaître complètement, n'empêchent plus Valentina de vivre. Elle se rend rue Saint-Maur, dans son ancien appartement maintenant occupé par de nouveaux locataires. Elle passe devant la boulangerie de Monsieur Chevalier, maintenant tenue par son fils. Elle revisite les lieux de sa vie d'avant, non pas avec nostalgie, mais avec la sérénité de quelqu'un qui a survécu à l'impossible. Aujourd'hui, Valentina Rossi a 43 ans. Elle vit toujours chez ses parents à Bergame, mais voyage régulièrement en Europe pour ses missions de formation et de sensibilisation. Elle n'a pas refait sa vie sentimentale, préférant se concentrer sur sa reconstruction personnelle et son engagement associatif. Sofia continue son travail de journaliste d'investigation et a créé une fondation de recherche de personnes disparues qui utilise les technologies numériques et les réseaux sociaux pour identifier des victimes de trafic humain. Roberto et Fernanda Santos, les touristes brésiliens dont la photo a permis la découverte, sont devenus des amis de la famille Rossi et visitent l'Italie chaque année. L'affaire Valentina Rossi a changé les protocoles européens de recherche de personnes disparues. Les polices de tous les pays membres d'Europol surveillent maintenant systématiquement les réseaux sociaux et collaborent étroitement pour identifier les réseaux de trafiquants spécialisés dans l'exploitation de compétences professionnelles. Ce cas nous montre comment la technologie moderne, et particulièrement les réseaux sociaux, peuvent inadvertiblement résoudre des crimes qui semblaient impossibles à élucider. Une simple photo de vacances postée innocemment sur Instagram a permis de libérer 15 personnes retenues en captivité et de démanteler un réseau criminel international. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous imaginé que Valentina puisse être maintenue en vie si longtemps? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête approfondie vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces affaires criminelles complexes. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces cas fascinants qui révèlent les recoins les plus sombres et les plus lumineux de la nature humaine.